Bienvenue sur Automoto pour essayer le CRS3, un SUV 100% électrique venu de l'Empire du Milieu. La marque CRS appartient au géant Dongfeng, grand constructeur chinois. Donc il s'agit ici d'un SUV compact, il fait 4,39 m de long, avec un style, je dirais, assez classique, qui rappelle d'ailleurs celui du MG ZS, un autre SUV chinois. Alors, il se caractérise par sa batterie, qui n'est pas au lithium-ion, mais c'est une batterie au lithium fer-phosphate, qui offre l'avantage de ne pas utiliser de cobalt, d'être aussi plus stable, mais elle offre un moins bon rendement, un moins bon rapport poids-puissance qu'une batterie au lithium-ion. C'est une batterie qui reste garantie 8 ans. Donc comme beaucoup de SUV compacts, il est légèrement surélevé, ce CRS3. Sur notre modèle haut de gamme, on a des jantes de 18 pouces avec des pneus Chaoyang, pneus chinois de 2,25-55 R18. Sous le capot, on trouve un bloc électrique qui délivre 120 kW, ce qui nous fait 163 chevaux pour 300 Nm de couple. Vous voyez que c'est une traction, le moteur est à l'avant et il entraîne les roues avant uniquement. La prise de recharge. Donc cette batterie de 52 kWh de capacité peut se recharger en un peu plus d'une demi-heure à 80% avec un chargeur combo. Elle accepte jusqu'à 100 kW de charge maxi. Puis ensuite on peut la brancher sur une prise domestique ou une prise de type 2 public. Donc la puissance de charge maxi en courant alternatif sera de 6,6 kW. Regardons le coffre. Selon le constructeur, on a un volume de 580 litres. Dans la réalité, ça ressemble plus à un volume de 450, je dirais 460 litres, ce qui est pas mal, au vu du gabarit du véhicule. Vous voyez qu'on a un double fond, ça c'est pas mal, pour ranger son câble avec une roue de secours. La banquette se rabat en deux parties. On peut la rabattre à plat en retournant les assises de banquette, ce qui est pas mal aussi. À l'arrière, on trouve beaucoup d'espace aux jambes. Vous voyez, j'ai reculé mon siège à fond. Vous voyez qu'on n'a pas de tunnel central. Ici, une prise 12 volts. Assez de garde-toit pour des adultes, on tient à 3 sans problème. Donc une bonne habitabilité pour ce CRS3. Et à l'avant, eh bien, on trouve cette sellerie cuir avec des réglages électriques sur cette finition Luxury haut de gamme. Vous voyez qu'on a un toit vitré ouvrant panoramique également sur cette finition. Vous voyez qu'ici c'est légèrement rembourré, même chose sur le haut des contreportes, on a un traitement légèrement moussé, c'est plutôt pas mal. Les joints aussi sont bien faits. Vous voyez, ils font bien tout le tour des portières, ils sont assez épais. Ça descend jusqu'en bas, vous voyez. Donc en termes de qualité de présentation, c'est très correct. À l'avant, une fois installé, on est plutôt bien assis dans ces sièges en cuir, qui sont assez bien creusés, un petit peu glissants. Alors on ne peut pas régler le siège passager en hauteur malheureusement. La planche de bord présente un design assez classique, avec vous voyez ces aérateurs ronds. Une instrumentation numérique. On peut également afficher le GPS en plein centre comme ceci. Mais sur mon modèle d'essai ça ne fonctionne pas. Il y a un bug visiblement. Là on trouve l'écran multimédia tactile, assez réactif, mais il fait un petit bruit. On a une dashcam intégrée. Voilà. Les aides à la conduite, le système de navigation. Donc là, vous voyez, on a une carte traditionnelle. On peut l'afficher en 3D. Maintenant, les graphismes sont quand même assez sommaires. On n'a pas Apple CarPlay ni Android Auto, mais on a une compatibilité Bluetooth. On peut même utiliser la voiture comme une borne Wi-Fi. Les matériaux sont corrects, vous voyez ici c'est bien rembourré. Là on a une sorte de simili-cuir, c'est plutôt bien fait avec des surpiqûres. Là la commande de climatisation, de ventilation et de chauffage. C'est dommage qu'on a un petit bip à chaque fois qu'on touche au bouton. 2 prises USB, prise allume-cigare. La boîte de vitesse, donc vous voyez qu'on a 3 modes de conduite, sport, confort et éco. Là, le système de parking à 360 degrés. Les rangements ne sont pas oubliés, avec, vous voyez ici, cet espace. Ça, c'est la clé de contact qui fait penser à celle d'une Porsche, c'est rigolo. 2 prises USB là. Un grand accoudoir très profond, qu'on peut soulever comme ça. On peut partitionner également. Boîte à gants relativement spacieuse, mais pas moquettée malheureusement.
Et là, vous voyez les différents systèmes: aide au maintien de ligne, aide à la descente automatique, là l'ESP déconnectable, et puis réglage des rétroviseurs. Le volant est plutôt bien présenté, volant 3 branches en cuir, agréable à prendre en main. On a un volant réglable en hauteur mais pas en profondeur malheureusement. On va commencer par une petite marche arrière, donc il suffit de tourner la molette au milieu, comme chez Jaguar je dirais. Et vous voyez, on voit bien ce qui se passe, ça c'est quand même pas mal. Je repasse en marche avant. Alors faut pas le faire trop vite parce que parfois il peut y avoir des petits bugs. Si vous passez de la marche arrière à la marche avant trop vite, elle refuse d'avancer, il faut retenter la manœuvre et ça fonctionne. On est dans un petit village. Tout de suite faire demi-tour ici. Et ça braque pas beaucoup, hein. Vous voyez, le rayon de braquage est assez ample. Vous voyez là, je vais ralentir alors que j'avais quand même de la marge. Donc malgré son gabarit compact, il n'est pas extrêmement maniable en ville, même si la direction est douce. Alors on n'a pas beaucoup de rappel, vous voyez. Hop, quand je lâche le volant, il ne revient pas à son point milieu très rapidement, du moins à faible allure. Alors je vais passer en mode éco et on sent qu'on a moins de réactivité au niveau de la pédale tout de suite. Les modes sont quand même assez bien marqués, ça va jouer également sur le freinage régénératif. Alors le revêtement n'est pas très dégradé, mais à faible allure on entend quand même un petit peu de bruit à l'arrière, on entend la tablette, un petit peu de bruit de mobilier. Les suspensions sont pas trop fermes, elles sont même plutôt souples. Allez, je me mets en mode sport, voilà, là tout de suite c'est beaucoup plus réactif. J'accélère. Ils annoncent un 0 à 100 en moins de 9 secondes, donc c'est correct, hein, ça suffit. Là vous voyez, je suis à 80 km/h. Et j'entends quand même un petit filet d'air au niveau des montants, des rétros. Là, on arrive sur un ralentisseur. Hop. Voilà, ça rebondit un peu en détente. Manque de retenue, vous voyez. En compression, ça va, mais en détente, hop, les suspensions se relâchent. C'est pas inconfortable, mais c'est légèrement rebondissant, trépidant. Vous voyez, dès qu'on accélère à fond, on sent que l'antipatinage est mis à mal. Ça manque de motricité, 300 Nm de couple sur un train avant avec des pneus chinois, forcément. Hop là, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'accroche au niveau du train avant. Il ne faudra pas rentrer trop fort sur du mouillé. Là, il n'y a personne, je vais prendre les freins. 1, 2, 3. L'ABS ne travaille pas très discrètement comme vous avez pu l'entendre, mais ça marche. Ça manque de finesse, mais ça fonctionne. La direction est quand même pas extrêmement précise, hein. On a du mal à savoir exactement où on met les roues. Et nous voici sur voie rapide où notre CRS3 profite d'un régulateur de vitesse, un système de correction de maintien de ligne. Maintenant on est sur une version haut de gamme. On a aussi la lecture des panneaux de signalisation. Maintenant le régulateur de vitesse n'est pas actif, hein. Il ne va pas freiner quand il y a une voiture qui est devant. Donc là vous voyez, sur voie rapide, je suis à 110. On entend quand même pas mal les bruits d'air. Donc l'insonorisation est quand même pas au top. On a un petit peu de bruit de roulement aussi, ça résonne dans l'habitacle. Maintenant, c'est pas non plus inconfortable. Le constructeur annonce une autonomie de 329 km selon les normes WLTP. Maintenant, c'est quand même très optimiste, puisque là, vous voyez, à l'ordinateur de bord, je suis à une moyenne de 28,1 kWh au 100, ce qui m'offre théoriquement, on va dire, entre 180 et 200 km d'autonomie. On est quand même très loin de la promesse annoncée. Après, j'ai roulé par température fraîche et puis j'ai fait quand même quelques accélérations, mais ça reste quand même très gourmand, je trouve. Pour ce qui est du tarif, cette version haut de gamme Luxury est facturée 40 320 €, ce qui est quand même assez cher, même si elle est très bien équipée. Mais le modèle d'entrée de gamme est à partir de 37 180 €. Et comme le constructeur fait une offre promotionnelle de plus de 3 000 € et qu'on bénéficie en plus de 7 000 € de bonus, donc au final on a un tarif
de 26 700 €. C'est un peu plus cher que le MG ZS. Maintenant, on a plus de batterie, plus d'habitabilité. Et c'est aussi un petit peu plus cher qu'un IC4. Donc pour une marque, on va dire, qui n'a pas encore de réseau de concessionnaires et qui fait ses débuts en Europe, je trouve que les tarifs sont quand même un petit peu audacieux. Mais une chose est sûre, c'est que l'arrivée des constructeurs chinois est très prometteur et va permettre d'améliorer la compétitivité des véhicules électriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automoto.com et je vous dis à bientôt. Ciao!